Bonjour à tous. Je vais démarrer puisque je vais vous souhaiter la bienvenue à tous à cette conf qui est une première pour Digital 113. Donc, on est très fiers donc, de l'avoir animé. Il faut qu'il y a énormément de monde qui se connecte puisqu'on est plus de 60 personnes, 70 personnes qui viennent. Alors que c'est un sujet qui est important. Donc aujourd'hui, Digital 113 a initié un programme trimestriel avec des partenaires sur la transformation numérique des filières et la promotion des acteurs donc finalement du numérique en Occitanie sur cette filière. Alors, quoi de plus naturel de commencer aussi sur cette première saison avec l'agri et l'agro, l'agriculture et l'agroalimentaire, et parce que en fait, il faut consommer localement, mais consommer de la nourriture localement, mais aussi, je dirais, consommer du numérique localement, donc avec les acteurs du numérique du territoire. L'objectif est d'avoir un parcours pour ces entreprises qui, qui apporte en fait une vision. C'est déjà, on s'apprend, on doit se connaître, ce qu'attendent donc d'une part les entreprises donc de la filière agri-agro, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problématiques, et ce que font les entreprises du numérique, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles font dans ce métier-là. L'objectif est ensuite de réfléchir ensemble, de voir un peu, et la conf, elle est là aujourd'hui pour ça, c'est-à-dire de confronter un peu l'inspiration que peut avoir, parce que ce qui est passionnant, c'est que ça va permettre d'ouvrir aux acteurs du numérique le champ des possibles dans le monde agri et agro, mais aussi aux acteurs donc de cette filière de voir ce qui est possible de faire avec le numérique. Et ensemble, on arrive ensuite à faire la troisième phase qui est importante pour nous, c'est la collaboration. C'est-à-dire comment on va pouvoir créer des projets ensemble et rendre concret donc la transformation numérique pour nos acteurs. Donc on est très fiers d'avoir fait cette première édition avec des partenaires, notamment donc la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne qui nous suit, Agri Sud-Ouest Innovation avec qui on collabore beaucoup sur l'innovation, donc le numérique et au cœur de l'innovation dans l'agri, l'Association régionale des entreprises agroalimentaires, l'AREA, et Nubo. Donc, et aujourd'hui, je vais laisser la main donc, à Emmanuel Ducrot, qui va présenter un peu les personnes qui vont intervenir et animer un peu cette fine équipe donc pour pouvoir nous inspirer et aider à nous transformer. Donc, bonne soirée à tous, on est très fiers. D'autres éditions, puisque c'est un succès, ce Digital is Future, sur cette version-là. Donc, on continuera sur d'autres éditions, notamment le monde du bâtiment qui se transforme, le monde de la santé, le monde donc de la mobilité intelligente. Donc, c'est une première pour nous. Donc, je laisse la main maintenant à Emmanuel Ducrot et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonne soirée. Bonjour à tous. Alors, c'est un peu une expérience nouvelle pour nous tous de nous retrouver numériquement pour parler d'une chose aussi concrète que l'agriculture et l'alimentation. On va aborder notre sujet de comment est-ce que le numérique peut faire évoluer la production agricole, la production alimentaire vers quelque chose de plus rentable, de plus responsable, en deux aspects. Je vais vous proposer d'abord une première table ronde avec des spécialistes et là, on s'intéressera vraiment à la pratique quotidienne du monde agricole. Qu'est-ce que le numérique change et qu'est-ce qu'il offre comme perspective de changement? Et puis, on aura ensuite un deuxième atelier de travail où là, on parlera plus du terrain des agriculteurs et de la façon dont le numérique les aide à renouer des liens avec la société française parce que ces liens se sont distendus et que peut-être c'est une fantastique opportunité de recommencer à se parler d'alimentation d'une façon un petit peu plus apaisée. Alors, il y a quelques petites choses qu'il faut que vous sachiez avant que je vous présente les intervenants de la première table ronde. C'est qu'il vous est possible d'abord de poser des questions. Vous pouvez les envoyer par l'outil Zoom et Julien Del Rio, qui a organisé la conférence, me les transmettra. J'essaierai, même si on ne peut pas y répondre à toutes les questions, j'essaierai de les poser au fur et à mesure de la conférence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les comptes Twitter des intervenants, quand ils en ont un, vont s'afficher derrière eux sur l'écran. Donc, si vous voulez les suivre, vous pourrez le faire. Et enfin, voilà, le petit programme, c'est qu'on est ensemble pour 2 tables rondes de 45 minutes. Voilà. Et on va être strict sur les horaires parce que c'est très sympa d'être ensemble, mais le numérique nous oblige à être un peu rigoureux sur les horaires, sinon on se perd derrière nos écrans.
Pour cette première table ronde, je vais inviter Véronique Bellon-Morel, qui est directrice adjointe du département Math-Num de l'INRAE à Montpellier, qui est aussi directrice de l'Institut Convergence Agriculture et Numérique, Digitag. À ses côtés, virtuellement, ils se connaissent dans la vraie vie puisqu'ils travaillent ensemble. Bruno Tisser, qui est enseignant-chercheur et qui s'occupe à Montpellier Supagro de la chaire agrotique qui est dédiée à la robotique et à la numérisation du monde agricole. Et enfin, Régis Elias, qui est ingénieur chez Arvalis, l'Institut technique du végétal, et qui s'occupe du développement de la filière bio en France et qui fera un point pour nous sur les perspectives offertes par le numérique dans ces formes innovantes d'agriculture. Voilà, pour commencer, je vais demander à Bruno Tisser, qui s'occupe d'un observatoire des usages de l'agriculture numérique, de bien vouloir faire pour nous un panorama des techniques numériques en agriculture et comment est-ce qu'elles sont prises en main par les principaux concernés. Oui, donc peut-être faire un petit point sur l'histoire et les objectifs de cet observatoire des usages de l'agriculture numérique. Son histoire remonte à peu près il y a 4 ans, quand on a monté une chaire d'entreprise avec 28 entreprises de services du numérique, mais aussi des utilisateurs, des coopératives, etc. Et lorsque, parallèlement, l'Institut Convergence Digitag a émergé, collectivement, on s'est dit, bah, c'est intéressant en fait, on n'avait pas de données exactes sur, en France, comment le numérique était adopté par les agriculteurs. Et donc l'idée de cet observatoire, hein, monté il y a 4 ans, ça a été de se dire, bah, on va faire des études très ciblées, donc soit sur des services numériques, des objets, soit sur des filières, pour voir comment est-ce que ces objets numériques ou ce numérique, il est développé beaucoup, pas du tout, au contraire, de manière très spécifique. Et puis aussi étudier un petit peu, est-ce qu'il y avait des freins, où étaient ces freins? Est-ce que c'était chez les agriculteurs? Est-ce que c'était chez les conseillers, chez les concessionnaires qui accompagnent en fait les agriculteurs, etc. Alors cet observatoire, on a fait peut-être 6 études de filière, donc il est géré par une personne, hein, qui est spécialement recrutée sur cette mission, qui s'appelle Nina Lachia. Et il nous a permis finalement, au fur et à mesure des études, de dresser un petit aperçu de comment était adopté en fait le numérique. Voilà, donc Bruno, je peux donner quelques chiffres. je vais Oui, vous interrompre une petite oui, seconde parce qu'on a une question qui est pertinente, qui a sauté sur nos écrans. Et ouais, c'est numérique, c'est super vaste c'est comme super vaste. périmètre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous aider à donner à le borner un petit peu, à nous donner une définition qui permettra de bien savoir de quoi on parle, avant de nous donner un état des pratiques? Voilà. Alors le numérique, ça Véronique, tu m'aides, hein. Le numérique, ça va être naturellement, ce qu'on connaît, ce qu'on est habituellement, hein. Ça va être, donc tout ce qui est, système de mesure, tout ce qui est, ordinateur, tout ce qui est utilisation des réseaux, donc et après des associations naturellement, réseaux de capteurs. Et dans les systèmes de mesure en agriculture, on va trouver plein de choses, hein. Ça peut aller de systèmes de mesure très simples comme, un thermomètre, donc pour mesurer la température du sol, la température, naturellement de l'air. Ça peut être un pluviomètre qui peut être connecté, qui peut être relié à des outils d'aide à la décision. Et puis ça peut être parfois des systèmes de mesure beaucoup plus complexes, ou en tout cas comme le satellite par exemple, hein, qui va nous permettre de renseigner sur l'état des cultures, voilà, de visualiser ou d'extraire des informations à une période donnée, ou de suivre cette évolution dans le temps. Voilà. Alors, on y voit un petit peu plus clair, effectivement, sur ce que sont ces technologies numériques. Et alors maintenant, comment est-ce qu'elles sont prises en main par le monde agricole? Voilà, donc j'étais peut-être donner trois grands axes, hein, de développement. La première chose, par exemple, on a fait une étude sur la robotique.
Voilà. Donc, comment la robotique se développait en agriculture. Et en fait, c'est un secteur qui a parfaitement adopté la robotique agricole, et surtout au niveau de l'élevage, et notamment avec les robots de traite. Et aujourd'hui, on sait que pratiquement 2 installations ou renouvellement de salles de traite sur 3 se font avec un robot de traite en France. Donc, un objet qui est finalement rentré dans la vie de l'agriculture et qui commence à se développer, alors qui commence, hein, ce sont les prémices sur les cultures végétales. Donc, essentiellement avec des robots plutôt dédiés au désherbage. Donc là, on est sur plutôt des, des, des objets qui sont un peu moins développés. On sait qu'on a à peu près 140 robots aujourd'hui, alors plus ou moins prototypes, plus ou moins avancés, mais qui sont dédiés en fait au désherbage des cultures en France. Voilà, donc plutôt maraîchage et un peu viticulture. Donc sur des opérations de désherbage mécanique, un peu pour remplacer les intrants chimiques, hein, donc pour remplacer le désherbage chimique. Voilà. Régis Elias, tout à l'heure, vous pourrez nous donner des applications concrètes parce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez chez Arvalis. On rentrera un peu dans le détail de tout ça avec vous si vous voulez bien. Avec plaisir. Voilà. Autre objet peut-être plus méconnu, enfin connu dans le monde agricole, mais peut-être plus méconnu du grand public, c'est la télédétection. Donc soit par satellite, soit par drone, alors c'est un usage un peu plus spécifique, soit avec d'autres types de systèmes de mesure. Et là, on a fait une étude donc en 2017, et on en a refait une en 2018, on va en refaire une en 2020 pour voir comment l'écosystème évolue et comment l'adoption de cette technique évolue. Mais on a été surpris par les résultats, puisque en 2017-2018, c'est à peu près 10% des surfaces en céréales qui a été couverte par des services de télédétection, essentiellement pour la gestion de la fertilisation, on va dire, azotée. Donc, un outil au service de l'agriculture pour le pilotage de la fertilisation. Ouais. Et puis l'usage aussi, on va trouver en viticulture, en arboriculture, mais beaucoup plus réduit, hein. C'est à peu près, par exemple en viticulture, 1% des surfaces. Donc là, on est encore sur des technologies, en tout cas il y a 2 ans ou 3 ans, sur des technologies qui étaient encore un petit peu émergentes. Voilà. Et là, on est en train de faire évoluer cet observatoire avec nos voisins européens pour se situer, parce que c'est une question de certaines structures, c'est où est-ce qu'on en est en France, mais aussi par rapport à nos voisins, est-ce qu'on est en avance, en retard, est-ce qu'il y a des services qui sont développés chez nos voisins qui pourraient être intéressants pour nos agriculteurs, etc. Et Et est-ce que puis vous avez peut-être déjà quelques pistes enfin au peut-être même assez empiriques sur la situation de la France par rapport à ses comparables européens? Alors, ce qu'on sait, en tout cas par rapport à certains du pays du Nord, c'est qu'on est très en avance, hein, sur l'utilisation de l'imagerie satellite pour le conseil en agriculture. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a bénéficié de connexions évidentes au niveau de Toulouse, et notamment entre l'industrie satellite et puis des Arvalis, notamment. On peut peut-être Régis pour en parler, mais une collaboration très très forte justement entre les instituts techniques de la profession agricole et l'industrie de l'aérospatiale, et notamment Airbus. Selon vous, Bruno Tisser, et avant de donner la parole à Véronique Bellon-Morel, pardon, qu'est-ce que le surgissement du numérique a changé dans le monde agricole? Et est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie des vraiment grandes révolutions qui ont agité l'histoire mondiale de notre agriculture? Moi, je ne sais pas si on peut parler vraiment de rupture, sauf sur peut-être des choses. Je pense qu'il quand même il s'inscrit dans une organisation et des métiers déjà existants. Donc, je pense que le numérique là-dessus a un rôle de facilitateur. Il permet de se baser sur des observations qui sont plus précises, plus objectives. Ils vont permettre d'améliorer le conseil, qui permettent d'améliorer le modèle, et donc du coup de s'inscrire dans une agriculture, on va dire, plus précise, plus objectivée, peut-être mieux conduite.
Il permet aussi, je pense, de réduire la pénibilité, mais ça je pense qu'on l'évoquera et puis Mmh. Véronique, l'évoquera, hein, sur des tâches, pénibles. Je pense à tout simplement la traite, hein, voilà, ce sont des opérations fastidieuses et si on veut que des jeunes puissent, s'installer sur des exploitations, laitières, familiales aujourd'hui, je pense qu'ils aspirent tout autant qu'un citadin à une qualité de vie, quoi et aussi avoir un travail qui est, acceptable d'un point de vue pénibilité et qu'on puisse concilier avec une vie familiale, des loisirs, et cetera. Donc je pense que ça, ce sont des aspects sur lesquels effectivement ça change les métiers de l'agriculteur. Mais je sais pas si on peut parler de rupture. Alors justement, maintenant, peut-être, Véronique Bellon-Morel, on peut aller un peu plus dans le détail. Alors on va pas on a préparé un petit peu cette conférence, on s'est parlé avant ça et vous avez déterminé 3 grands aspects de difficulté, du métier d'agriculteur qui sont d'une part, la pénibilité, qui sont d'autre part la faiblesse des revenus, et puis qui sont aussi l'isolement. Et comment est-ce que sur chacun de ces aspects, on va peut-être commencer par la pénibilité, le numérique et les nouvelles technologies peuvent, régler une partie des questions, des agriculteurs sur ces thèmes-là et aussi peut-être, redonner de l'envie à des jeunes de revenir au métier agricole parce qu'on sait que dans les 10 prochaines années, il va falloir renouveler considérablement les générations d'agriculteurs. Oui, merci. Alors, bon, ces trois facteurs, je pense que nos amis agriculteurs qui sont là en parleront mieux que nous. C'est vrai que nous on le voit au travers des entretiens enfin, qu'on peut avoir avec eux. Alors, la pénibilité, ben, je dirais, elle est physique, mais pas que. Donc, le physique, c'est ben, d'une part la difficulté et en particulier on a parlé bon, de ce qui est l'aide par les robots. Donc tout à l'heure, Bruno nous disait que les robots désherbeurs, ça permet de remplacer des herbages chimiques, mais ça peut permettre aussi de remplacer la binette hein, qu'on va activer à la main. Voilà. La difficulté, elle est physique aussi parce qu'il y a des amplitudes de journée qui sont très, très grandes. Et donc, les robots de traite, bah, ça va permettre de se sortir euh, de cette contrainte en fait de la journée longue et en particulier lorsqu'on a inauguré l'Institut digital, on avait fait venir des, euh, des agriculteurs et il y avait une agricultrice qui nous disait qu'elle avait pu reprendre la ferme laitière familiale parce qu'il y avait les robots de traite, sinon elle n'aurait pas pu y arriver. Voilà. Et puis en plus, elle prenait aussi d'autres technologies pour la détection des chaleurs, par exemple. Ça permet surtout de ne pas perdre trop d'argent. Et puis, pour la détection des vélages, enfin, ou le suivi des vélages. Voilà. Donc, il y a cette difficulté physique. Alors, je voudrais parler aussi d'autre chose. Ce n'est pas forcément numérique, mais c'est les exosquelettes. Et ça, c'est des technos qu'on commence à voir se développer. Alors, pas forcément, enfin en agriculture, il y a des offres hein, qui sont faites pour le maraîchage, pour tout ce qui va être port de charges lourdes. Là, c'est seulement de la mécanique, mais c'est des technologies qui sont intéressantes aussi parce que ça permet d'éviter de partir dans des maladies chroniques, enfin dans des troubles musculo-squelettiques qui peuvent aller jusqu'à des difficultés à exercer son métier. Voilà, la pénibilité, elle est aussi mentale. Être agriculteur, et là aussi, bon, j'ai de la famille dans l'agriculture, mais je ne suis pas moi-même, mais c'est une charge mentale sur la gestion des risques. Hein. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui va gérer des risques. Donc, dans un métier d'agriculteur, c'est 10 métiers dans un contexte qui est de plus en plus réglementé, et plus on va avoir des systèmes qui vont aider à gérer les risques. Alors déjà des systèmes d'alerte, par exemple, mais aussi des aides à la décision, par exemple, et ben, plus on pourra se sentir accompagné et faire baisser la charge mentale. Alors il faut faire attention parce que quelquefois les systèmes numériques, au contraire, vont donner trop d'alertes. Hein. C'est des points qui ont été noter, par exemple, dans tout ce qui est l'élevage, en fait, les systèmes de monitoring du bétail, il peut y avoir un petit peu trop d'alertes et puis on ne sait plus où donner de la tête.
Et donc là, ce n'est pas forcément mieux. Donc, il y a du réglage aussi à faire pour sortir des systèmes numériques, je dirais, qui soient utiles et efficaces et qui ne rajoutent pas avec des notifications tout le temps, même quand ce n'est pas utile. Voilà. Et puis, dernier point, il y a beaucoup d'administratifs aussi en agriculture, et là aussi, le numérique peut servir à aider à la saisie administrative. Enfin, ça sera, par exemple, tout ce qui est cahier de culture électronique qui peuvent ensuite aider à remplir des déclarations PAC, c'est toujours ça de gagner. Donc, je dirais gagner sur ce domaine de la pénibilité pour peut-être retrouver du temps, alors soit à consacrer à sa famille, soit à consacrer à des tâches qui vont être plus rémunératrices. Donc, ça, c'est le C'est deuxième. là que l'aspect économique et rentabilité intervient. Et Alors, une agriculture durable, c'est aussi une agriculture qui est économiquement viable. oui, tout à fait. Sinon, si elle n'est pas durable pour les agriculteurs, elle n'est pas durable du tout, hein. Voilà. Donc, il faut aussi qu'elle procure du revenu. Et là, on sait que dans la région Occitanie, le revenu, en moyenne, il est plus faible que le revenu national. Et donc, gagner du revenu, ça va être à la fois faire des économies, mais ça va être aussi peut-être mieux vendre, par exemple, mieux acheter ou mieux vendre. Et donc, pour nous, le numérique, c'est aussi une manière de connecter enfin, l'agriculture et l'agriculture de qualité avec la demande d'une alimentation de proximité, d'une alimentation locale qui est de plus en plus forte. Et en Occitanie, il y a eu donc une concertation en fait, qui a été faite par la région et qui a abouti à ce qu'on appelle le pacte, hein, pour une alimentation saine et durable, dans lequel 300 000 personnes se sont manifestées et ont dit leur intérêt en fait pour une alimentation locale. Voilà. Donc ça peut permettre une convergence en fait entre des pratiques agricoles qui vont évoluer vers un petit peu plus moins de pesticides, enfin des pratiques plus demandées finalement par les consommateurs et donc pouvoir faire passer des informations aux consommateurs sur les pratiques qui ont été mises en place à la ferme. Et donc, voilà, le dernier point, c'est important, c'est cette connectivité. Je vais revenir après, tout à l'heure, il y avait une question sur ce qui fait agriculture numérique et je reviendrai peut-être là-dessus. Le dernier point, c'est la connectivité et là, c'est important. Donc, c'est à la fois rompre cet isolement qui peut être un isolement professionnel, hein, le fait qu'on est tout seul dans sa ferme toute la journée et donc se retrouver enfin avec des pairs, donc avec d'autres agriculteurs, une relation peut-être plus simple aussi avec son conseiller et puis une relation aussi avec d'autres gens, soit avec des gens qui vont acheter les produits ou des consommateurs, mais ça je crois que vous en parlerez dans la deuxième Oui, partie. Voilà. on a quelqu'un qui, par exemple, demande si ça passe par des connexions entre les agriculteurs et les consommateurs via des plateformes d'achat. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on abordera avec les Alors, vous agriculteurs qui l'aborderez. sont là dans la deuxième table ronde. C'est perfectible encore, mais, Pardon? mais ça passera. Les plateformes d'achat aujourd'hui, c'est perfectible. C'est Oui. perfectible, mais c'est une bonne voie. Mais aujourd'hui, on peut mieux faire et donc il y a du potentiel encore là derrière. Voilà. Voilà. Je voudrais vous faire réagir avant de passer la parole à Régis Elias sur cette question. Les systèmes numériques déchargent des tâches simples, mais sollicitent pour des tâches complexes. Est-ce que ça veut dire que le métier d'agriculteur devient plus compliqué? En fait, peut-être qu'il évolue vers ce qu'on doit demander à un agriculteur. Alors, bon, je ne sais pas à quoi ça fait référence cette question quand on dit ça ne décharge pas des charges plus compliquées ou le métier devient-il ça sollicite pour des tâches plus complexes. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est vrai qu'avoir des alertes, par exemple, c'est le b.a.-ba, avoir des alertes pour savoir si on a un souci, un dysfonctionnement, déjà, c'est du b.a.-ba. Bon, voilà. Et ça, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas. C'est du temps d'observation qu'il y a en moins, en fait, hein. Déjà, il y a beaucoup de temps d'observation en moins. Ensuite, ce qui est important de savoir, voilà, ça je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de
de fantasmes autour de l'aide à la décision. Un système d'observation, donc je crois que le numérique, déjà, ça va être beaucoup de données en plus. Hein. C'était en réponse à une question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qui change dans le numérique aujourd'hui? Nous, on a identifié que c'était la multiplication de la donnée. Et donc, cette donnée, derrière, c'est des alertes, c'est des données qui vont être utilisées pour rentrer dans des systèmes d'aide à la décision et pour sortir des préconisations, etc. Mais il y a cette multiplication avec les objets connectés, avec les satellites. Maintenant, on a des images gratuites. Donc, ça offre beaucoup de possibilités. Il y a du stockage facile, de la connectivité, c'est moins cher. Donc, voilà, la donnée, le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et puis la connectivité. Pour moi, c'est les trois déterminants, c'est vraiment les trois leviers qui font l'agriculture numérique. Hein, et plus l'agriculture de précision. On est dans autre chose. Voilà. Alors, donc, derrière ça, une fois qu'on a fait une observation, le système va pouvoir vous retourner l'observation. Attention, la plante a besoin d'eau. Ça, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau, elle va pouvoir vous dire la plante a besoin d'eau, enfin, telle culture a besoin d'eau, et dans les 5 jours qui viennent, voilà ce que donne la météo. Donc, voilà les prévisions. Donc là, on est dans la prévision, et donc dans les 5 jours, elle va avoir de plus en plus besoin d'eau. Et puis, on peut aller dans la prescription, c'est-à-dire, alors là, c'est il faut appliquer telle dose à tel moment. Vous voyez? Et vous avez 3 niveaux d'aide à la décision. Donc, ensuite, alors aujourd'hui, tous les systèmes développés, on en a à tous les niveaux. Et il faut savoir choisir à quel niveau on veut travailler, c'est-à-dire que l'agriculteur, il peut se satisfaire d'une observation, la plante est stressée, et puis c'est lui qui va se dire je vais appliquer telle dose parce que je connais la réserve utile de mon sol, j'ai regardé la météo, etc. Ou il peut aller jusqu'à la prescription, et là on est dans du pilotage automatique de l'irrigation, par exemple. Donc sur ces aspects tâches simples et puis la sollicitation sur les tâches complexes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la question. Si elle peut être précisée, je pourrais y répondre, mais alors, je ne sais pas si l'auteur veut repréciser, mais Rémi Dumery, qui sera dans la seconde table ronde, fait remarquer justement que les exploitants résilients dans la région centre, lui, où il travaille, ont un niveau d'études Bac+2 minimum. Et c'est vrai que ça va dans une tendance d'ensemble d'agriculteurs mieux formés qui ont, pour 40% d'entre eux, au moins un bac ou fait des études supérieures. Donc, peut-être que ça va ensemble, toutes ces questions. Le métier d'agriculteur n'est pas un métier simple. Je crois qu'il faut qu'on le dise. Et enfin, tout à l'heure, il y a 10 métiers dans un métier d'agriculteur, et je pense que ça rejoint cette remarque. Peut-être c'est le moment de parler de complexité dans la complexité. Régis Elias, vous, chez Arvalis, vous vous occupez de l'agriculture biologique. Donc, on sait que c'est une agriculture qui a d'autres formes de défis encore que l'agriculture qu'on dit conventionnelle. C'est-à-dire qu'elle envisage de se passer le plus possible d'intrants, si je peux schématiser à gros traits, hein, voilà. Et tout en restant, parce que ça reste quand même essentiel pour qu'elle soit durable, rentable pour celui qui la pratique. Et donc, vous êtes techniquement à la croisée de ces deux interrogations. Et le numérique est un outil, parce qu'on peut faire de l'agriculture biologique sans rien, on l'a fait de toute éternité avec plus ou moins de succès. Qu'est-ce que le numérique peut changer au développement de l'agriculture numérique pour qu'elle devienne plus efficace peut-être et plus rentable, ou en tout cas suffisamment rentable pour être durable. Et je sais que vous avez des expériences assez concrètes à donner, notamment en termes de désherbage, donc faites-nous part de votre expérience. Alors juste un petit complément pour compléter ce qui a été dit précédemment, juste pour dire que l'agriculture et le numérique, c'est déjà une longue histoire, hein. C'est les premiers capteurs sur les tracteurs pour améliorer leur performance, ça date du milieu des années 80, voire début des années 80. Tout à l'heure, Bruno Tisser parlait d'agriculture et de conseils par les images satellites. L'outil FarmStar qui a été évoqué par Bruno, qui est développé par Airbus et Arvalis, a fêté son 20e anniversaire l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est pas nouveau. On a l'impression que le numérique explose, c'est vrai, mais il y a déjà un long passé et qui a été mis à profit déjà.
ce qui n'est pas toujours connu, mais je pense que c'est important de souligner. Alors effectivement, pour répondre à votre question… C'est bien de rappeler qu'on n'est pas dans quelque chose, qu'on est dans quelque chose que les agriculteurs ont déjà pris en main depuis longtemps et que la société commence juste à voir. Exactement. Je me permets de confirmer, Régis. D'ailleurs, nous, on anime une formation d'ingénieur agronome avec une double compétence numérique, donc TIC, donc c'était la formation agro-TIC, et elle a 25 ans. Donc, c'est pour dire qu'on forme à ce métier de double compétence depuis 25 ans déjà. J'imagine que c'est une découverte pour beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. Voilà, ça paraissait important de le dire. C'est pour ça que j'ai fait cette petite encartade sur la question. Mais pour revenir à votre question, effectivement, le numérique en agriculture biologique, ça peut paraître assez lointain, antinomique entre ces deux mondes. Et pourtant, effectivement, je travaille sur des concepts agronomiques qui permettent des nouvelles pratiques permises par le numérique. Alors, je vais essayer d'expliquer en 30 secondes, hein, mais l'idée, c'est d'utiliser les technologies de guidage satellitaire pour organiser au sein d'une parcelle agricole, ranger une plante de service avec une culture de rente, et l'agriculteur vit de la culture de rente, et de pouvoir maîtriser cette culture de cette plante de service par le numérique. Alors, Régis, il va falloir que vous nous fassiez un petit peu de pédagogie, parce que la culture de service, on a besoin de savoir de quoi vous voulez parler avec un exemple concret. Et c'est très intéressant quand on s'y intéresse. Alors, je vais m'expliquer. Une plante de service, c'est une plante qui n'est pas forcément récoltée, mais qui apporte des services à d'autres cultures. Il y a deux facteurs importants en agriculture biologique, deux facteurs limitants, qui sont les adventices, la maîtrise des adventices. On parlait tout à l'heure de robots pour les maîtriser. Alors, quand on dit adventices, je vais me permettre de traduire mauvaise herbe. On va schématiser, mauvaise herbe. Même si vous me le permettez. Hein. Même si je n'aime pas tout à fait le terme, mais bon. Non, mais c'est pour… voilà. En tout cas, herbe pas désirée à l'endroit où elle est. Voilà. Ou une herbe auquel on n'a pas trouvé d'usage. Et donc, deuxième point limitant, c'est la nutrition des plantes qu'on cherche à récolter, en particulier sur l'azote. Et donc, cet azote est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes, qui est très très cher en agriculture biologique et qui sera, à mon sens, de plus en plus cher parce que, d'une part, les surfaces en agriculture biologique augmentent et d'autre part, il y a de nouvelles réglementations qui sont en place au niveau européen sur l'usage des engrais utilisables en agriculture biologique. Donc, plus de demandes, moins d'offres et probablement une augmentée des prix. Donc, la question, c'est comment on peut faire autrement. Et donc, il y a quand même des plantes qui sont bien connues des agriculteurs, que sont les légumineuses, qui ont la capacité d'aller d'aller fixer l'azote de l'air dans leurs racines. Et ça, c'est un moyen important qui est déjà utilisé depuis des dizaines d'années, des siècles en agriculture. Hein. On cultive des légumineuses pour mettre ensuite une culture exigeante en azote, comme le blé. Et bien là, le numérique va nous permettre de faire les deux cultures simultanément dans la même parcelle. Alors, de façon très pratique, on sème de la luzerne, qui est une légumineuse. On sème cette luzerne à 30 cm d'écartement, qu'on va géoréférencer par notre guidage satellitaire. On va laisser cette culture se développer pour qu'elle apporte ses services, pour couvrir le sol, pour tous les services agroécologiques que cette culture apporte, capter l'azote, étouffer les adventices, les mauvaises herbes. Et puis l'année suivante, on va intercaler entre ces rangs de luzerne une culture de blé. Et on va réutiliser notre GPS pour intercaler un rang de blé entre deux rangs de luzerne pour bien séparer les deux espèces dans l'espace. Et ça, il n'y a que le GPS qui nous permet de le faire aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne savait pas faire auparavant. Ça veut dire qu'au moment de la récolte, on peut trier les deux choses sans les mélanger. Alors, c'est pas le seul enjeu. Ce sont des choses qui sont pratiquées par les agriculteurs en agriculture biologique, hein, des mélanges d'espèces qui sont récoltés ensemble et qui sont triés ensuite. Ça pose quelques problèmes parfois de tri, de qualité, des choses comme ça, même si c'est relativement efficace, hein, mais il y a des coûts de tri. Là, l'idée, c'est d'avoir les deux espèces en même temps dans la parcelle, mais se donner les moyens
de maîtriser l'une par rapport à l'autre, pour ne récolter que celle qui nous intéresse, à savoir notre culture de rente. Et donc, en agriculture conventionnelle, on a des produits de synthèse pour maîtriser cette plante de service, ce qui est interdit en agriculture biologique. Et donc, on va utiliser le numérique pour être en capacité de venir, à l'aide d'une machine, de venir faucher les lignes de luzerne entre les rangs de blé pour inverser la compétition entre les deux espèces. Et donc, ça nous permet cette restitution de luzerne au sol permet à la fois d'alimenter la culture en azote, et puis dans l'interculture, une fois que le blé est récolté, par exemple, eh bien, la luzerne va retrouver toute sa lumière, elle va retrouver toutes ses capacités de croissance, va occuper le sol très rapidement, va couvrir le sol, va éviter l'érosion, va faire des refuges pour la biodiversité, va capter de l'azote, et on va pouvoir ainsi bénéficier de cette production de biomasse dans l'interculture pour la restituer pour la culture suivante. Et donc, on peut imaginer des rotations qui intègrent une culture permanente, un couvert permanent, qui est régulé sans l'usage de produits de synthèse grâce au numérique, grâce au guidage satellitaire. Donc ça, le guidage satellitaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant en agriculture. Hein. Retenez qu'aujourd'hui, un tracteur sur deux vendu neuf est équipé d'un système de guidage, plus ou moins performant, mais au moins avec un système de guidage. Ça pose la question, ce que vous nous dites, et qui est vraiment qui est intéressant. Est-ce que ça nécessite, quand on commence à s'intéresser à ce genre de technique, des investissements très lourds, ou est-ce que les tracteurs qu'on a déjà peuvent permettre de mettre en œuvre une partie de ces techniques? Alors, certains des tracteurs sont déjà équipés, ils sont prééquipés d'usine, mais on peut aussi équiper des tracteurs plus anciens en rajoutant des capteurs et de ce système d'asservissement de la conduite, même sur les tracteurs anciens. Il y a un autre sujet qu'on a évoqué en préparant cette conférence et qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est celui de la modélisation à l'échelle d'un territoire, Oui. qui est permis par les technologies numériques. Est-ce que vous pouvez un petit peu, alors voilà, ça demande quand même d'aller au-delà des capacités de l'esprit humain tout seul, mais de prévoir des plans agricoles qui soient cohérents sur des plus grands territoires et plus complémentaires et plus efficaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, alors effectivement, j'ai une autre mission au sein d'Arvalis actuellement, c'est de concevoir des modèles agricoles à l'échelle 2030-2050. Et l'idée, c'est donc on a des propositions à faire et qui nécessitent effectivement on a des propositions à faire pour améliorer les systèmes agricoles tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Alors effectivement, on a entendu tout à l'heure qu'un agriculteur, c'est 10 métiers en même temps. Eh bien, c'est vrai et il faut avouer que c'est compliqué pour un agriculteur de maîtriser l'ensemble de son système, tellement il a d'informations qui lui arrivent, qu'il doit digérer, qu'il doit synthétiser, qu'il doit optimiser. Moi, je dirais qu'avoir 10 métiers, il est assez facile d'arriver à ce qu'on appelle une saturation cognitive. Et donc, on a besoin d'outils pour aider, pour concevoir, pour justifier aussi parfois les pratiques agricoles. Et ça peut donner aussi du lien à la société pour justifier les pratiques, pour optimiser ou pour montrer simplement aux citoyens que les solutions qui sont souvent médiatisées et simplicistes ne sont pas aussi simples que ça, et que à chaque fois qu'on veut modifier un paramètre, il est possible d'en détériorer plusieurs sans s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est effectivement peut-être qu'à l'échelle d'un territoire, créer du lien déjà avec la société, créer des filières courtes, mais ce qui nous paraît important, c'est qu'il y a une demande forte demain, c'est d'aller peut-être vers une moindre utilisation des produits de synthèse ou aller vers le phyto en dernier recours. Et donc, pour aller vers cette voie-là, on a besoin de mobiliser des leviers, ce qu'on appelle des leviers agroécologiques. Et pour mobiliser des leviers agroécologiques, il faut qu'on retrouve des leviers agronomiques permises par des systèmes d'agriculture plus complexes que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire
on a construit des systèmes agricoles relativement simples pour la production de masse. Et il faut bien se dire que dans les années 90, début des années 2000, on avait comment je vais dire, une assistance aux producteurs assez simplifiée, simpliste. C'est-à-dire qu'à chaque problème, il y avait une solution avec des solutions qui faisaient appel à la phytopharmacie. J'ai justement eu... Pardon, je vous ai interrompu, Régis. Il y a un petit décalage, c'était mal poli de ma part. Je vous laisse finir et puis j'aurai une question pour vous après. Donc, ces solutions qui disparaissent, eh bien, il faut les remplacer par des choses qui sont des actions qui sont, on va dire, de stimuler les actions naturelles des systèmes agricoles. Et donc là, on a besoin d'outils qui nous permettent de capter toutes ces informations pour les digérer à travers de systèmes je vais appeler ça dans notre jargon des réseaux bayésiens, et qui nous permettent d'empiler des couches d'informations et de choisir ensuite les meilleures solutions pour arriver à un résultat voulu. Et mobiliser un levier, souvent ça ne suffit pas, c'est la combinaison de leviers qui nous permet d'avoir un résultat satisfaisant pour maintenir la production. Parce que l'agriculture a besoin de produire pour nourrir sa population et la population de la planète. Alors justement, la question qui nous vient de Philippe Stoup, j'espère que je n'écorche pas son nom, tombe à point nommé. Que pensez-vous des campagnes de certaines ONG qui estiment que l'agriculture numérique est nécessairement associée à l'agriculture intensive et doit être exclue des financements favorisant la transition écologique? Le premier exemple que je vous ai donné peut-être illustre le contraire. C'est-à-dire que j'utilise le numérique en agriculture biologique et il est évident que alors je ne sais pas si on peut appeler l'agriculture bio-productiviste, mais en tout état de choses, l'agriculteur est quand même rémunéré sur le rendement, sur la production. C'est-à-dire que si vous ne produisez pas, quels que soient les moyens de production que vous mettez en face, si vous ne produisez pas, vous n'avez pas de revenus. Ça ne veut pas dire que si on met trop de moyens, l'agriculture reste rentable, mais c'est justement, c'est l'optimisation qui permet d'avoir le juste milieu pour avoir un revenu tout en satisfaisant la demande du consommateur et pas du citoyen. Le consommateur veut de l'alimentation à un prix raisonnable. Il y a une autre question qui va sans doute s'adresser à Bruno Tisser, puisque je sais que le conseil est une chose qui vous préoccupe beaucoup. L'optimisation des systèmes agricoles n'est-elle pas proposée par les coopératives? On vous a retrouvé? Oui, je suis là. L'optimisation des systèmes agricoles n'est-elle pas proposée par les coopératives? Oui, c'est la question du conseil en fait. Oui, Ce monde du conseil qui doit beaucoup évoluer autour des agriculteurs. Évidemment, ce conseil évolue. Il n'y a pas que les coopératives, hein, il y a du conseil privé, etc. Enfin, avec le numérique, je crois que je ne comprends pas bien la question en fait. C'est est-ce que ce conseil évolue avec le numérique? Est-ce qu'il intègre le numérique? Ou est-ce que les coopératives peut-être doivent intégrer mieux cette dimension de conseil sur les nouvelles technologies dans le service qu'elles rendent à leurs adhérents? Elle l'intègre forcément. Oui, elle l'intègre. Donc c'est quelque chose qui est intégré. Et c'est d'ailleurs c'est l'accompagnement de ce maillon et pas que le conseil que le conseil pas que le conseil des coopératives, mais également toute cette frange intermédiaire. Je pense, on parlait tout à l'heure par exemple de la localisation par GNSS ou par GPS sur les tracteurs avec les montages d'origine, de seconde monte. C'est un nouveau métier par exemple pour les concessionnaires. Et donc, pour accompagner la profession dans ces outils, voilà. Donc là, effectivement, il y a une montée en compétences avec plus de complexité d'ailleurs pour ces métiers-là qui, au départ, étaient quand même. Je prends l'exemple des concessionnaires parce que je pense qu'il est important en termes d'accompagnement des agriculteurs. Et c'est une transition qui est intéressante. Au départ, c'était plutôt des mécanos. Après, mécanos plus hydraulique, plus électrique. Et là, maintenant, il y a de l'électronique, il y a
du GPS, il y a des abonnements à des services, et forcément, l'accompagnement l'accompagnement introduit beaucoup plus de complexité sur quelque chose qui est basique comme un tracteur, quoi. Donc, si je résume cette table ronde qui touche à sa fin, des promesses vraiment très intéressantes pour les agriculteurs en termes de pénibilité, en termes de changement des pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses, mais tout de même durables économiquement, et aussi beaucoup plus de complexité, ce qui va avec. Et donc, il va falloir s'approprier toutes ces nouvelles technologies. Alors, attendez, il y avait une question. Ah oui, alors c'était... Attendez, je vais essayer de voir à quoi ça se rapporte. Je suis désolée, hein, Peut-être le temps que vous trouviez la question, en fait, sur la complexité, moi, je ne suis pas trop d'accord sur la conclusion. Alors, contredisez-moi avec grand plaisir. Allez-y. On a dit que le métier d'agriculteur, c'était de gérer une complexité de plus en plus grande. L'agriculture des années 80, enfin entre, si vous voulez, la fin de la guerre jusqu'à la réintroduction de l'agroécologie, ça a été une agriculture de la simplification avec des leviers qui étaient mécaniques, chimiques, hein, et là, on va vers une agriculture qui est plus complexe et l'agroécologie, c'est plus complexe que l'agriculture d'il y a 30 ans. Et en plus, avec des normes. Donc, l'agriculture est plus complexe. Et justement, le numérique a pour objet aussi, sinon il rate sa cible, d'abaisser la charge mentale, donc de prendre en charge un certain nombre d'actions, enfin, comme l'observation, voir si les animaux sont malades, détecter très précocement une maladie sur une plante ou chez un animal, c'est gagner. Ça veut dire éviter des antibiotiques, c'est éviter des épandages de phyto, voyez. Et ça, plus on va avoir des exploitations qui seront grandes, on peut le faire sur 1 hectare, mais on ne peut pas le faire sur 40 hectares, on ne peut pas faire des tours de plaine tous les jours. Voilà. Donc, le numérique peut aider en mettant de l'observation, il peut aider aussi en aidant à la gestion des risques. Hein. Je crois qu'on l'a dit, ça va faire de la prévision, de la prescription. Donc, on est dans un monde plus complexe. Et il faut arriver à une simplification qui, jusqu'à présent, a été amenée par la mécanisation et la chimie. Et là, c'est une autre forme de simplification. Mais si on va vers de la complexité, ça sera un numérique qui sera rejeté. Donc, ce n'est pas vers celui-ci qu'il faut aller. C'est intéressant comme analyse. Je vais vous soumettre cette dernière question. Le numérique n'est-il pas considéré comme une charge supplémentaire avec un ROI pas forcément accessible rapidement? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Et je vais revenir sur le GPS. Ouais, je vais revenir sur le GPS parce que le GPS, finalement, ça a été l'outil numérique le plus vite mis en place sur les tracteurs. Adopté, oui. Ouais, le plus adopté, enfin, il y a déjà 15 ans. Le plus rapidement, en tout cas. Le plus rapidement. Et en fait, le plus rapidement. Quand vous cherchez à calculer le ROI sur le GPS, il est très, très dur à calculer. Et donc, il n'y a pas que le ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement pour les… voilà, c'est le retour sur investissement. Et donc, le GPS, c'est un cas typique où le retour sur investissement, il n'est pas si bon que ça. Et malgré ça, eh bien, il est très utilisé parce que justement, il réduit la charge mentale. Voilà. Parce que vous devez, enfin bon, alors après, il va permettre d'éviter, de bien tracer ses sillons, etc., hein, mais on n'est pas dans des systèmes qui sont aussi fins que ce que Régis Elias décrivait déjà, hein, mais donc voilà. Alors après, il y a des systèmes effectivement où un robot de traite, ça coûte très cher. Hein, donc voilà, je donnais un contre-exemple, mais aujourd'hui, il y a une demande effectivement par le monde agricole de référentiels et de preuves sur la performance économique, la performance environnementale, la performance technique de ces technologies. C'est ce qu'on va faire dans le projet, là, sous mon nom, il y a marqué le projet Occitanum, c'est ce qu'on va faire dans ce projet là, qui est déployé sur l'Occitanie.
c'est justement de regarder comment ces technologies, enfin, quels sont les gains économiques qui sont apportés par ces technologies en situation réelle, quels sont les gains environnementaux qui sont apportés, parce qu'il y a aussi des promesses de gains environnementaux, quand on vous dit qu'on met moins de pesticides ou moins d'eau ou moins de fertilisants. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que sur certaines technologies, on peut se dire qu'il y a peut-être un petit manque de référence. Donc la question du ROI, c'est une vraie question. Cette question, oui, elles sont toutes très intéressantes. N'est-ce pas le rôle des réseaux DigiFerm, Ferm Leader, de tester ces solutions et notamment ce ROI? Peut-être Bruno, pouvez-vous nous parler du MAS numérique que vous avez, que vous animez, et est-ce que c'est une partie de la réponse? Alors, oui, alors le MAS numérique, peut-être juste dire ce que c'est. C'est une expérience, c'est un peu comme un laboratoire vivant. Donc, l'idée, c'est de se dire que peut apporter la vie des outils numériques lorsqu'ils sont tous au même niveau, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un cadre d'interopérabilité optimale, ce qui n'est pas le vrai d'une exploitation parce qu'elle va s'équiper au fur et à mesure et on n'a pas les produits de même génération. Donc l'expérience du MAS numérique, c'est une exploitation viticole à côté de Montpellier avec ses tractoristes, son chef de culture et on l'équipe massivement. Donc il y a 17 solutions numériques qui ont été déployées en fait sur ce domaine et quelque part on regarde comment ça marche, comment les gens se l'approprient, etc. Et parler de ROI en numérique, c'est pas évident, hein. Enfin, moi, je sais pas calculer par exemple le ROI d'un smartphone quand on en équipe un avec pour un tractoriste ou pour un responsable de domaine. C'est pas évident, ça lui facilite la vie. Voilà, il y a plein de pans sur lesquels le numérique, entre pénibilité, faciliter la vie, diminuer la charge mentale, un aspect ludique aussi, communiquant avec les collègues, et puis naturellement la rentabilité ou le gain au quotidien, font partie de ces aspects. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion qui est engagée aujourd'hui par l'ACTA, et dans le cadre des DigiFerm d'ailleurs, sur Donc comment l'ACTA, on est. ce sont les chambres d'agriculture. C'est les instituts, la Fédération des instituts techniques. Technique, Voilà. pardon, oui. Ouais. Et toute une réflexion sur justement comment on peut évaluer des solutions numériques. Il n'y a pas que les aspects rentabilité, gain de temps, économie de fuel ou économie d'intrants. Il y a plein de facteurs. Véronique en a cité quelques-uns. Voilà. Et ce qui est intéressant dans l'expérience, par exemple, du MAS numérique, c'est qu'on voit aussi parfois sur des solutions qui ont été développées pour un usage, on voit des appropriations par des personnes et des équipes qui peuvent être différentes de ce pourquoi la solution avait été pensée initialement. Hein, donc, par Merci, exemple, on a des solutions de merci. traçabilité. Ouais, pardon. Non, je disais, je vous ai interrompu. Voilà. Pardon. Et donc, c'est aussi une expérience intéressante pour ça. Voilà. Dans notre petit chat, nos agriculteurs qui seront dans la table ronde suivante font une estimation de 10 à 15% de fuel qui sont économisés grâce aux technologies GPS. Ça donne, voilà, c'est une petite. On peut faire le même parallèle. On peut faire le même parallèle avec la demande sociétale. On parle de la demande sociétale qui veut moins de solutions chimiques et demande aux agriculteurs de mettre en place des leviers agroécologiques. Mais comme on estime, par exemple, le ROI, par exemple, de la biodiversité, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît pas du tout. Ou qu'on estime, quand on est militant, on trouve plein de bénéfices, mais quand on regarde, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Et comment on calcule le revenu, le retour sur investissement, c'est des choses extrêmement compliquées, sauf que c'est l'agriculteur qui est quand même au milieu de tout ça. Et donc, les outils du numérique, l'intelligence artificielle peuvent aider à apporter des informations à la fois pour l'agriculteur, si c'est utile, mais c'est aussi des informations pour le citoyen parfois en lui montrant que sa proposition, la demande sociétale, n'est pas en adéquation avec les besoins de l'agriculture. Véronique Bellon-Morel, vous venez de faire une petite remarque par équipe qui est très intéressante. Je vais vous laisser conclure cette table ronde avec cette remarque sur les… Allez-y, je vous en prie.
Oui, merci. Alors, elle est collée au ROI, mais ça n'a rien à voir. C'est justement pour continuer sur ce que dit Régis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va demander à l'agriculture des services écosystémiques et on se pose la question de comment payer en fait ces services écosystémiques. Eh bien, le numérique, ça peut permettre de les comptabiliser, enfin voilà, de tenir des registres, hein, de les comptabiliser en ayant l'enregistrement des pratiques et peut-être un jour d'aller vers du paiement de services écosystémiques qui serait plus fin que ce qui peut se faire aujourd'hui. Et ce sont Je des vous choses qui… remercie tous. J'avais promis que je serais intraitable sur le sablier et en fait, on l'a déjà dépassé parce qu'on avait beaucoup de sujets à aborder. Ça nous donne quand même une idée du foisonnement de cette thématique. Et j'espère que pour ceux qui suivent cette conférence, ça leur donne voilà, des idées de partenariat, d'innovation. Merci Véronique Bellon-Morel, merci Bruno Tisser, merci Régis Elias. Si vous restez avec nous, vous pouvez aussi poser des questions et intervenir par écrit dans la deuxième table ronde. Et je vais tout de suite accueillir justement les participants de cette deuxième table ronde qui vont évoquer un autre aspect des apports numériques, c'est le lien, la façon de renouer le lien entre une agriculture française qu'il a perdu avec le reste des concitoyens. Les agriculteurs en France sont en gros 3% de la population aujourd'hui. Dans l'après-guerre, c'était 25%. Ça veut dire que leur poids démographique s'est considérablement réduit. Et avec ce poids démographique, la manière de communiquer sur leur métier, la manière de peser dans les instances élues de ce pays. Voilà. Donc, on a un fossé qui s'est creusé, une mauvaise compréhension probablement des pratiques et beaucoup d'agacement de part et d'autre, un monde assez polarisé. Voilà. Alors, je suis contente d'avoir ici, j'allais dire face à moi, mais presque face à vous tous, 3 agriculteurs qui ont fait le choix d'essayer de recommencer à parler de leur métier à leurs concitoyens. Alors, Hervé Pillot, vous êtes agriculteur en Vendée. Vous êtes aussi consultant, conférencier, vous avez beaucoup de cordes à votre art. Vous êtes investi dans la ferme digitale et vous avez été aussi investi, ou peut-être l'êtes-vous toujours, dans le Conseil national du numérique. Et vous nous parlerez notamment d'une initiative que vous avez menée avec les producteurs de lait de votre région. Rémi Dumry, vous êtes très connu des réseaux sociaux, tout comme Brice Volin, que je présenterai après. Vous êtes exploitant agricole non loin d'Orléans et vous avez, donc, ah oui, je le signale, un compte Twitter, Remdoum. Il y a une petite erreur sous votre photo. Et puis, Brice Volin, alors vous êtes aussi exploitant agricole. Rappelez-moi où, Brice, parce que j'ai peur de dire une bêtise en disant dans Lyon et je crois que je me trompe. Et non, je suis bien exploitant dans Lyon, à la limite Bon, du c'est bon. Loiret. Ah, ben voilà, donc c'est bien dans Lyon. Et vous êtes le vice-président de France Agri-Twito, qui est, comment dire, l'association née sur Twitter qui cartonne parmi les agriculteurs et qui est bien au-delà. Vous nous expliquerez comment vous avez fait le pari de la vulgarisation agricole, positive et souriante, et comment ça fonctionne. Voilà. Peut-être, pour commencer, j'aimerais vous demander à chacun un petit tour de table. Qu'est-ce qui vous a décidé, les uns et les autres, à vous dire, je suis agriculteur, je dois sortir de ma ferme pour parler de ma pratique quotidienne aux Français? Hervé, je vous laisse commencer. Bonsoir. Alors, je pense qu'avec Rémi, qui va s'exprimer aussi, on était dans les tout premiers agriculteurs à être sur Twitter il y a 10 ans. Maintenant, et on s'en réjouit, je pense l'un et l'autre, on se trouve, on est très nombreux, notamment dans l'association France Agricultos, où on est tous les trois. On y est tous les 4, hein, moi aussi. Et oui, oui. Et donc, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on n'est pas que des agriculteurs, justement. Il y a des agriculteurs, il y a des gens qui travaillent dans le paragricole, il y a des gens bienveillants avec nous, c'est très, très intéressant ce qui s'y fait. Ce qui m'a emmené à venir dessus, en fait, moi j'y suis venu par mes responsabilités professionnelles au sein du réseau de la FNSEA, où dans mon département, puis après un peu plus largement, j'ai contribué à mettre en place la communication digitale et les choses sont venues, j'imaginais pas à l'époque, il y a 10 ans, qu'on aurait, que ça serait un tel haut-parleur pour permettre aux agriculteurs de s'exprimer. C'est venu assez vite quand même après qu'on a vu qu'il y avait un vrai potentiel de ce côté-là. Moi, j'ai toujours eu un fil conducteur dans cette affaire.
c'est d'essayer, je dis bien essayer parce que ce n'est pas forcément toujours évident, d'être bienveillant dans la communication et positif dans la communication qu'on peut faire. Ça n'empêche pas de donner des coups de patte de temps en temps. Et puis, je pense que ça fait aussi partie de la vie, non pas pour répondre coup sur coup à ce qu'on reçoit, et Dieu sait si on en reçoit, mais voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, ça fait aussi, je pense, partie de la communication positive à certains moments, de remettre l'église au milieu du village, et on sait le faire, et il faut le faire. Mais le but premier, c'est bien de recréer un lien qui s'est distendu. Il ne faut pas chercher de coupable, il ne faut pas chercher de responsable, mais au fil du temps, vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, le nombre d'agriculteurs a considérablement baissé, c'est même moins que ça, on est moins de 2%, on est guère plus de 1% désormais de la population en France. Moi, j'ai 63 ans. Ma génération, on a eu encore des cousins qui étaient partis, mes oncles qui étaient partis à la ville, travailler à la SNCF ou ailleurs ou dans des usines. Mes cousins revenaient à la ferme, on bossait ensemble l'été pour planter des betteraves, des choux, des choses comme ça, ramasser la paille. Ça créait du lien. Et ce lien s'est perdu avec les générations sans qu'on ait une communication qui se fasse. Et là, il y a d'une part une espèce une espèce d'image d'Épinal de l'agriculture qui s'est créée dans l'inconscient des gens. Et après, l'autre élément, c'est que à partir des années 90-2000, les gens, les consommateurs ont voulu comprendre, et c'était normal, ce qu'il y avait dans leur assiette, et se sont fait une image de l'agriculture. Et quand on redécouvre quelque chose, l'image que se fait est forcément la bonne. Et après, quand elle est un peu faussée, je pense que c'est souvent le cas, quand il faut remettre les choses en place, c'est pas évident. Donc, ce travail dans lequel on est, même si tout s'accélère, on dit que tout s'accélère, mais en fait, non. C'est le temps long et le temps court qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il faut du temps pour le recréer, et on s'y emploie. C'est souvent agréable, quelquefois un peu moins, mais souvent c'est des bons moments qu'on y passe, ça recrée des liens. Et notamment sur Twitter, moi je peux dire qu'avec une expérience d'une dizaine d'années, je n'ai jamais été déçu. Les personnes que j'appréciais sur les réseaux, j'ai toujours eu l'objectif de rencontrer la plus grande partie dans la vraie vie, et ça a toujours confirmé ce qu'on y pensait. Donc voilà, cette communication s'est recréée à travers les réseaux, et je pense que les réseaux ont réussi aussi à recréer ce lien dans la vraie vie. Alors Rémi, vous avez été un des précurseurs de la vulgarisation sur vos pratiques agricoles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, depuis votre ferme qui s'appelle la ferme du Cheval Blanc, vous avez entrepris de passer par les canaux numériques pour aller parler aux gens qui finalement consomment les produits que vous faites pousser? Eh bien, quand on est un gros cultivateur bosseron, céréalier, eh bien, on se prend l'agribashing dès les années 90. Et donc, ça pique un petit peu. Et après, on essaye de comprendre pourquoi, à travers les médias, mais aussi à travers les rencontres qu'on peut avoir sur le terrain, on n'est pas compris, en fait. Et en fait, j'ai pris le prisme du numérique pour me servir, pour pouvoir communiquer à la fois ce que j'appelle le grand public, ce que j'appelle aussi mes voisins plus ou moins éloignés agriculteurs, et puis aussi l'opinion, où je fais la différence entre l'opinion et le grand public. Voilà. Et pour faire le lien avec la première table ronde, pour moi, le numérique ou le digital, c'est une évolution de l'agriculture qui va avoir trois impacts. Et ces trois impacts-là, ces trois pieds, et qu'on doit vivre et expliquer en même temps. Et c'est ça qui est important. Alors, le premier piquet de ce tabouret qui doit tenir, qui est un peu les piliers du développement durable, c'est toutes ces nouvelles technologies-là, en fait, vont nous apporter des nouveaux outils qu'on n'avait pas avant. Et essentiellement, pour résumer, bon, ça, on en a parlé, bon, évidemment, il y a le GPS, il y a toutes ces choses-là, mais c'est essentiellement les data. On va récupérer un max de data qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, c'est des nouveaux outils qu'on n'avait pas avant. Le deuxième pilier, c'est plein de nouveaux outils numériques aussi qui vont nous permettre d'utiliser mieux les outils de la révolution verte, en fait. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne va plus utiliser de pesticides, il ne faut pas croire qu'on ne va plus utiliser de fertilisants, il ne faut pas croire qu'on va plus utiliser la génétique, il ne faut pas croire qu'on va plus utiliser d'énergie aussi pour faire de l'agriculture. Mais par contre, le numérique va nous permettre de beaucoup mieux les utiliser.
que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'économique, mais c'est aussi pour les produits finis qui sont évidemment l'alimentation, mais aussi des produits qui seront liés à l'énergie et au paysage. Et pour expliquer tout ça, et pour ne pas faire l'erreur, comme l'a expliqué Hervé, de ne pas avoir expliqué la révolution verte, c'est-à-dire l'agriculture d'avant les années 90, on va se servir aussi du numérique pour expliquer l'agriculture qu'on va créer, alors qu'on peut appeler agroécologie, qu'on peut appeler comme on veut, mais cette nouvelle agriculture qu'on est en train de bâtir sans rupture avec l'agriculture, parce que d'avant, l'agriculture d'avant nous a toujours nourris, a toujours fait les paysages, a toujours créé de l'énergie, mais pour expliquer cette agriculture du futur. Et moi, ma communication, elle est simple, c'est de parler que de l'agriculture du futur. Parce que quand on essaye d'expliquer à l'opinion, au grand public, l'agriculture d'aujourd'hui, on est dans la justification et le message ne passe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise évidemment les réseaux sociaux, mais on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour expliquer des choses que sur les réseaux sociaux. Il faut faire des choses dans le présentiel. Et c'est pour ça que j'ai écrit des pièces de théâtre, j'écris des morceaux de livres ou des articles. J'ai écrit un article dans mon bulletin municipal pour la première fois pour expliquer l'agriculture cette année, pour expliquer les gens de ma commune qu'est-ce qu'ils voient à travers leurs fenêtres ou en se baladant sur les chemins. Et en fait, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est les gens qui me l'ont demandé. Et donc, il y a une demande permanente et il suffit d'y répondre, de faire des chroniques radio, de faire des moments culturels qui sont un peu décalé. Alors moi, ce que j'aime bien dans la communication, pour finir, c'est pas de faire des fermes ouvertes dans une ferme bosseronne, c'est une catastrophe. Faire venir des écoles dans une ferme bosseronne, c'est une catastrophe aussi. Ça devient une visite de zoo sans animaux, donc c'est vraiment pas terrible. Ce que j'aime bien, c'est d'aller au-devant des gens et de faire de la communication qui n'est pas agricole. C'est-à-dire utiliser la culture, utiliser le cinéma, la vidéo, des films, de faire des conférences, faire des animations dans les associations avec un jeu. Je fais un malheur avec un jeu qui s'appelle « Qui veut gagner des oignons ?» Donc, tout le monde connaît la règle du jeu, mais il n'y a que des questions agricoles. Et comme ça, on échange. Et sous le prétexte de passer une bonne soirée, eh bien, on parle que d'agriculture. Et on gagne vraiment des oignons ou... Ah non, non, évidemment, tout le monde perd à ce jeu, parce que personne ne connaît l'agriculture, ce qui me permet de garder vos oignons. Voilà. Brice, vous êtes une des chevilles ouvrières de France Agri Twito. Alors, je signale qu'un sondage circule parmi les personnes qui assistent à cette conférence pour savoir par quel biais elles sont arrivées ici et à quel réseau elles appartiennent. Voilà. On aura une meilleure connaissance de qui est là et pourquoi. Est-ce que vous pouvez peut-être, Brice, nous raconter l'histoire de France Agri Twito et la place qu'a pris cette association de, disons, fans du monde agricole en peu de temps? Et peut-être aussi, racontez-nous vos rapports avec Twitter parce qu'ils sont assez amusants et assez inattendus. Alors oui, merci bien. Alors, France Agri Twito, c'est arrivé en 2017, si je ne me trompe pas, il y a 4 ans. On a commencé à échanger avec Hervé, Rémi et plein d'autres. Donc, je n'étais pas à l'initiative de l'association, mais je suis tout de suite venu à la création, parce que j'ai trouvé que la dynamique était bonne, de se regrouper ensemble et de parler de façon positive sur les réseaux de l'agriculture française. Parce qu'on avait un constat, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un média qui faisait un article ou autre, c'était toujours pour accabler l'agriculture française et on était toujours en défensive par rapport aux médias. Et alors que ce n'était pas du tout l'idée de notre communication, on s'est dit qu'il faut qu'on produise nous-mêmes des médias. Donc, des médias, c'est tout simple. Hein. Avec Twitter, c'est 140 caractères au départ. Maintenant, ça a augmenté. Et on prend une photo et on parle de notre métier, comme Rémi fait, Hervé. Et ça permet de donner tout de suite une visibilité sur ce qu'on fait vraiment en France, ce qui est à des années-lumière avec ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, depuis 2017, on a donc créé une association. On était une 60aine à Tours. Et maintenant, on a dépassé les 400. Là, c'est d'aujourd'hui. Donc, on est 400 adhérents à l'association. On est plus de 16 000 sur Twitter.
Et on a une audience qui est très importante sur les médias et sur les réseaux parce que ce qu'on met, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est pas une image d'Épinal, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est notre métier. Ce canal numérique, Brice, vous a permis de faire entendre votre voix, y compris politiquement. Oui, tout à fait. Alors après, on est un syndicat à la politique, hein, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de faire connaître notre métier et nos problématiques. On n'est pas dans un schéma syndical ou politique. Ça, on n'y rentrera pas. Mais par contre, on ira montrer vraiment ce qu'on fait et de toutes les formes, hein, du viticulteur à l'éleveur, au céréalier, au maraîcher. On a à peu près toutes les branches dans l'association. Et j'ajoute que France Agri-Tuto a aussi créé une banque de photos parce que fatigués de voir des articles mal illustrés, ils ont pris le taureau par les cornes et fait un site internet sur lequel on peut aller chercher des photos. Tout à fait, on a plusieurs développements comme ça, on a une banque d'images, on a des fois des demandes, hein, tout simplement pour des articles ou des choses. On peut apporter du contenu, bien sûr, parce que voilà, on a des gens qui sont très intéressants dans l'association pour pouvoir dialoguer, quoi, sur tous les sujets. Voilà pour la manière dont le numérique vous permet de toucher de larges audiences, mais renouer le lien entre l'agriculture et entre le reste de la société, ça passe aussi par la production et la valorisation des productions. Hervé Pillot, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de l'expérience que vous avez menée avec les producteurs de lait de votre région? Et comment est-ce que vous vous êtes servi du numérique pour valoriser la production jusque sur la table des consommateurs? Alors, c'est non seulement les producteurs de lait, mais désormais, c'est le lait, le miel et plus récemment, il y a quelques jours, les œufs. L'idée, c'est des produits qu'on a distribués, c'est sous la marque Juste et Vendéen, pour identifier d'où ces produits-là viennent. C'est de partager avec le consommateur une promesse de valeur du produit. Rémi, tout à l'heure, a évoqué, et je partage, on échange d'ailleurs suffisamment ensemble pour qu'on puisse partager, le rôle que vont jouer les data pour l'agriculture. Donc là, on a essayé de les valoriser et que le produit devienne sa propre identité, devienne son propre passeport de ce qu'il est. C'est-à-dire, à travers ces produits-là, c'est juste rémunérateur pour les producteurs. Je pense de plus en plus, et il faut s'en réjouir, le consommateur y est sensible. C'est la provenance, c'est la façon dont il est fabriqué, c'est la transparence la plus totale du produit. C'est devenu quelque chose qui est désormais essentiel. À travers toutes ces données qu'on a sur les produits. Alors pour le moment, c'est relativement simple pour pas non plus encombrer le consommateur avec des choses qui, alors non pas que ça serait trop compliqué pour lui, la question n'est pas là, je pense qu'il est capable de comprendre, mais ça pourrait être fastidieux à lire, donc ça reste suffisamment simple pour vraiment montrer ce que c'est, et de toute façon, on sait d'où il vient, le lait, les œufs ou le miel, et pour nous, parce qu'il y a quand même un but pour les producteurs, c'est d'obtenir un retour vers le producteur plus intéressant qu'on peut l'avoir dans des circuits de distribution normaux. Alors, vous avez utilisé la blockchain, Hervé, parce que vous n'avez pas prononcé le mot magique qui nous explique comment vous avez fait pour valoriser les produits. Alors, pour assurer cette traçabilité, on s'est passé de tiers de confiance. Alors, pour se passer de tiers de confiance, il n'y a pas 50 façons, il n'y en a qu'une, c'est de faire valider par la foule. Donc, on l'a fait valider par des blockchains. Au travers d'une start-up avec laquelle on travaille, qui est Connected Food, qui assure tout le back-office pour cette partie-là. Mais la validation de la promesse entre le produit qui est dans le contenant et ce qui est écrit sur le contenant, la validation en est faite par de la blockchain. On était dans les premiers produits agricoles distribués de cette façon-là. Et le concept qu'on a, ce concept-là, il est désormais partagé avec nos amis de Loire-Atlantique. Il est à disposition
je dirais presque de tous ceux qui voudraient s'en emparer de la même façon, parce que je pense, ceux qui me connaissent savent que je suis un fervent partisan du monde libre, du numérique libre, et qui fait ses preuves. Et on sait maintenant qu'il peut aussi créer véritablement de la valeur. La première fortune du monde actuellement, Elon Musk, a fait sa fortune en partageant toutes ses API, toutes ses données, et en les livrant à ses concurrents, en prenant soin de rester toujours devant, évidemment, mais c'est quand même de cette façon-là qu'il a réussi à bâtir ce qu'est Tesla. Il n'y a pas de magie dedans, mais c'est à la fois d'être toujours devant et puis de partager ce qu'il fait. Donc, c'est des valeurs dans lesquelles on croit également. Donc, c'est à travers ces éléments-là qu'on s'est servi du numérique pour porter les valeurs des produits qu'on a. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel. On dit simplement ce qu'on fait à travers ce produit et quelle meilleure identité on peut avoir que nos propres produits. Alors, quand c'est dans le cas du lait, c'est des produits mélangés, parce qu'on ne peut pas identifier le producteur individuellement. Quand on est dans des œufs, dans du miel, c'est un peu plus facile de le faire individuellement. Mais l'essentiel, alors mes collègues qui sont dans d'autres productions peuvent le faire de la même façon, évidemment. L'essentiel, c'est qu'on sache à travers le produit ce qu'il y a dedans, que le consommateur ne soit pas trompé de ce qu'il a. Est-ce que c'est votre réponse, Hervé? Est-ce que c'est la réponse du monde agricole à Yuka et aux autres applications qui proposent les consommateurs de les aider à s'y retrouver devant les linéaires de la grande distribution? Est-ce que c'est la réponse technologique et autogérée de l'agriculture? Alors, on ne l'a pas fait ni en réaction ni en réponse à Yuka, mais je pense que ça y répond. On a voulu le poser. Honnêtement, ce qui nous a motivés en tout premier, c'est le retour de valeur ajoutée vers les agriculteurs. On a voulu s'emparer de la communication sur nos produits, à travers nos produits, pour se mettre en relation directe avec le consommateur. On est parti aussi d'un principe que globalement, les consommateurs et les citoyens se méfient de l'agriculture, mais aiment les agriculteurs. Donc, plus on est transparent et qui peut mieux communiquer sur le produit que celui qui en est à l'origine. Je pense que c'est pas facile. Donc là, on a voulu, on le fait directement au travers du produit qu'on partage. En toute honnêteté, la réponse qu'on a fait aussi, c'est peut-être un peu plus à une marque qui a beaucoup de valeur aussi, hein, mais qui est C'est qui le patron, qui a été fait par des consommateurs. On a voulu faire quelque chose qui aille dans le même sens, mais voulu et fait par les producteurs. Merci beaucoup, Hervé. On a une question ici qui est très intéressante et qui va s'adresser à Rémi comme à Brice. Quel effort cela représente-t-il pour un exploitant, dont ça n'est pas le métier, j'ajoute, de tenir à jour ses réseaux sociaux, et est-ce que vous le recommandez comme une pratique à généraliser? Ou alors, comment? Eh bien, demain matin, je vais intervenir dans une formation Twitter qui est faite auprès des adhérents, qui est faite par la FNSEA. Et j'interviens juste pendant 1 heure pour expliquer en fait à quoi ça peut servir, quel temps on peut y passer. En fait, il y a plusieurs buts, hein. On peut être présent sur les réseaux sociaux, mais juste en s'informant. Et j'ai beaucoup de mes abonnés en fait qui regardent que mon compte et qui n'ont pas de compte Twitter. Parce que c'est pour ça que je retweete beaucoup et j'essaie de faire une espèce de revue de presse pour ceux qui me suivent, quoi. Et puis après, il y a ceux qui veulent être acteurs, hein, acteurs dans la communication et qui, évidemment, qui répondent aux articles, qui essayent de répondre à des questions de citoyens qui peuvent être soit agressives ou soit juste de l'information. Et je crois que dans notre métier, on est passé de la communication à l'information. En fait, les gens, c'est plus des questions qu'ils nous posent qu'on doit expliquer et un peu dorer notre image, quoi. Il faut juste expliquer. On s'en aperçoit très facilement quand on parle avec le grand public ou les gens qui sont dans notre village ou qui nous rencontrent sur le terrain. C'est simplement des questions qu'ils nous posent. Et si on leur répond de manière complètement factuelle, la communication se passe mieux. Alors après, sur les réseaux sociaux, là, on est confronté plus à l'opinion. Et ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué et il faut avoir un peu plus de pratique.
Je ne sais plus si j'ai répondu à la question parce que je ne me rappelle plus de la question de départ. Mais Assez, et je vais vous en reposer une avant de donner la parole à Brice. Quels réseaux sociaux privilégiés en fonction de quels objectifs? Voilà. Et alors, il y a deux questions similaires. Il y a plusieurs plateformes, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Lesquelles privilégier et pourquoi? je crois que je crois que Brice me contredira pas sur ceux qui sont sur Twitter. Je crois que Twitter est quand même l'outil qui permet de passer du flux. Mais pour passer du flux, il faut avoir du stock dans la cartouchière, je dirais. Et donc, c'est souvent, il y a des blogs derrière, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les youtubeurs, hein. Les vidéos relativement courtes et tout ça. Je pense que pour moi, c'est les deux outils les plus performants. Facebook, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Et puis après, je suis trop vieux pour aller sur Instagram. Voilà. Alors, Brice, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps, cette communication, cet usage des outils numériques? Et comment est-ce que vous avez fait votre choix? Eh bien, pour le début, en fait, je suis arrivé sur Twitter parce que j'ai mécanisé mon tracteur avec un GPS. Et du coup, j'avais du temps libre. Et puis la radio, forcément, au bout d'un moment, on a envie de réagir. Et puis sur Facebook, on y trouve vite ses limites parce qu'on reste sur un cycle d'amis ou de connaissances. Et que grâce à Twitter, parce que du coup, là, je vais faire une pierre avec les deux questions. Grâce à Twitter, on va tout de suite réagir avec tout le monde. Et avec un hashtag, on a tout de suite une visibilité qui est très, 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 très importante. Et donc, du coup, oui, j'y passe beaucoup de temps parce que j'aime ça. C'est surtout que moi, je commence dès le matin. En fait, j'essaye de faire une revue de presse matinale pour voir les sujets qui sont sortis et de voir sur lesquels je peux interagir ou si je peux donner un avis. Et après, dans la journée, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis, quand on prend le bilan de la journée, ça fait 2-3 heures facile, hein. Véronique Bellon-Morel, dans la première table ronde minimum. tout à l'heure, listait les sujets sur lesquels le numérique pouvait venir en aide aux agriculteurs pour ce qui est de la pénibilité, pour ce qui est du manque de revenus. Et elle listait un troisième point qu'on avait prévu de traiter avec vous, c'est celui de l'isolement et de la solitude d'une partie du monde agricole. Est-ce que pour vous, les outils numériques résolvent une partie de ce problème de l'isolement? Eh ben, Twitter, en fait, pourquoi on est sur Twitter? Pourquoi il y a une association France Agritwittos? Pourquoi moi, je suis resté sur Twitter pour communiquer? Parce que j'ai rencontré Hervé. Et finalement, ça sert aussi à ça. Ça sert à nous sortir de notre isolement et à s'apercevoir qu'on n'est pas seul. Alors, évidemment, on a des voisins proches de notre commune ou proches de notre région, mais aussi, on a plein d'autres agriculteurs qui ont les mêmes problématiques ou les mêmes envies ou les mêmes convictions. Et cela, on les rencontre sur les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux portent bien leur nom, c'est qu'on rencontre des gens. La seule valeur qu'ils ont, c'est la rencontre et de recréer du lien. Alors, évidemment, on peut créer du lien avec des gens qui sont à l'extérieur de l'agriculture en leur donnant des informations et en communiquant avec eux. Mais aussi, il ne faut pas oublier que beaucoup d'agriculteurs sont sur Twitter parce qu'ils se parlent entre eux, hein. Ils se parlent entre eux, alors visibles par tout le monde, mais ils se parlent entre eux et ils s'échangent. Et on s'échange nos bonnes pratiques de communication, on se réconforte aussi, hein, dans des situations dures. Par exemple, alors je vais me plaindre comme un bosseron avec mes betteraves qui ont eu la jaunisse, mais ça a été aussi un moment important où on a pu échanger sur cette problématique qui est nouvelle, quoi. Voilà. Et je crois que des fois, quand on n'a pas le moral ou qu'on a besoin de se réconforter, et c'est un soutien. Et je crois que les réseaux sociaux sont aussi pour ça. Ça, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ouvrir un petit peu ce débat sur le numérique et le surgissement du numérique dans vos vies quotidiennes d'agriculteurs. Peut-être, l'un après l'autre, dites-moi quelles sont les innovations numériques qui ont le plus changé votre vie. Alors, vous pouvez me parler de choses très sérieuses et comme de choses qui le seront moins. Quelles sont les choses qui, selon vous, changent vraiment la donne pour le monde agricole en termes numériques? Hervé.
pense que, comme l'ont dit Brice et puis Rémi, pour la communication, ça a changé les choses. Et là, moi, je fais la différence quand même entre les outils pour communiquer entre nous. Et c'est vrai que là, Twitter, pour ceux qui y sont, mais ça peut être WhatsApp, des groupes WhatsApp, il y en a qui fonctionnent bien aussi, ont un intérêt. Après, je suis un peu plus nuancé par rapport à notre communication avec les consommateurs et les citoyens. Je pense que c'est beaucoup plus large parce que je pense qu'il faut être où sont les gens, où sont nos interlocuteurs. Et j'ai vu dans le chat passer là, on n'a pas encore recensé où sont les agris TikTok. Alors comme Rémi, je ne vais pas y aller. C'est plus véritablement. Insta, j'y suis. Instagram, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a des belles images. C'était ça dès le départ et ça reste quand même dedans. Donc on peut véhiculer des choses intéressantes. Qu'est-ce que le numérique a changé beaucoup? Je voulais dire, je vais vous aider un peu, Hervé. J'ai peut-être mal posé ma question. De votre point de vue, par exemple, d'acteur de la ferme digitale, est-ce que vous pouvez nous donner quelques innovations numériques dont vous vous êtes dit « Waouh, ça change vraiment la donne pour le monde agricole » ? En fait, je ne sais pas si on est encore rentré dans ce stade-là. Je pense ce qui va beaucoup changer la donne, ça va être l'arrivée, parce qu'on ne l'a pas véritablement encore, de l'intelligence augmentée. C'est-à-dire, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, et les trois d'ailleurs, les trois intervenants de la conf Bruno Tisser, Régis Elias. Précédente, l'agriculture est complexe et restera, qu'on le veuille ou non, quelque chose de complexe et qui souffre beaucoup du manichéisme. Et le numérique doit simplifier les choses en nous accompagnant là-dessus. Donc, on n'est pas encore rentré là-dessus parce que la disruption n'a pas encore véritablement eu lieu. Moi, j'attends le moment où on va pouvoir véritablement comptabiliser un certain nombre de choses pour les valoriser. On a parlé du ROI, on a parlé de choses comme ça. On l'a pas encore vraiment ce retour et je suis convaincu qu'on va l'avoir. Le rapprochement entre les agriculteurs et puis la facilité de travail, je pense quand même que c'est quelque chose. Et moi, j'ai été producteur laitier pendant 40 ans. J'ai jamais eu de robot de traite parce que j'avais pas de successeur directement en lait, donc ça s'est pas fait de cette façon-là. Mais je pense que le robot de traite, pour quelqu'un qui a eu l'astreinte de traite 2 fois par jour, c'est quand même une sacrée avancée. Alors Rémi, vous disparaissez régulièrement parmi vos betteraves à l'image. C'est assez amusant à observer. Quelles sont, selon vous, les innovations numériques qui vous ont stupéfait et dont vous vous êtes dit « Ah ouais, ça, c'est quand même quelque chose ». Alors, la première, c'était le fax, mais il y a très longtemps. Non, je crois que moi, j'ai commencé par m'intéresser à l'agriculture de précision. Évidemment, il y a le GPS qui est arrivé, mais le GPS, j'ai utilisé plus pour collecter des data que pour me guider. Le guidage est venu après parce qu'il était plus facile à paramétrer. Et c'est vrai qu'on l'a dit dans la première partie, c'était la vraie révolution. Moi, je crois beaucoup, comme Hervé, hein, on ne fait que d'entrer dans les outils. Les outils ne sont pas encore là, ne sont pas encore massivement employés, donc ils sont encore en expérimentation. Il y a toute la partie agroécologie, c'est-à-dire comment mieux utiliser le sol, comment mieux utiliser les surfaces, mieux utiliser en fait l'énergie qui vient du soleil pour le capter avec la photosynthèse et créer de la valeur. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ça va être possible grâce au digital. Et c'est ça qui est important. Je crois qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais on le fera avec des plantes, en fait. Il y a tous les outils d'aide à la décision. Ça aussi, j'en teste beaucoup et ça a des capacités pour nous agriculteurs de se rassurer aussi sur les actions qu'on fait. Et peut-être aussi de mieux l'expliquer par rapport à la réglementation. Et évidemment, il y a aussi tous les NBT, tout ce qui est lié à la génétique. Évidemment, c'est lié aussi au digital, ça. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore vu ce que ça pourra faire plus tard. On parle de l'édition du génome, Rémi. Ma petite dernière, qui était en visio et qui avait un cours de système d'information. Et le prof a donné la définition de l'informatique.
Et j'étais stupéfait parce qu'en fait, c'est ça, c'est de l'information automatique. Et en fait, c'est les datas. Et ça, on n'a encore pas utilisé les datas parce qu'on ne les a pas encore captées, on ne les a pas encore structurées. Et comme dit Hervé, là je le rejoins, on est qu'aux prémices, on commence à voir ce qu'on va pouvoir faire, mais on n'a pas le retour sur nos exploitations. Et c'est pour ça que calculer un ROI sur l'agriculture de précision, on est complètement incapable aujourd'hui. Alors sur le guidage, oui, on donnait 15%, c'est Arvalis à Boinville qui le calcule. On peut gagner 15% d'économie en ayant un bon guidage en grande culture. Voilà. Brice, vous, votre coup de cœur numérique, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, mes coups de cœur numérique, c'est les outils d'aide au guidage, parce que je passe beaucoup de temps sur mon tracteur. De moins en moins, mais j'en ai passé beaucoup de temps. Comme on a des à-coups de travaux qui sont longs, et du coup, tout ce qui aide, que ce soit la coupure de tronçon ou la conduite, pour pouvoir utiliser des phytos aux bons horaires, en pleine nuit, il n'y a pas moyen, il faut des outils comme ça pour pouvoir intervenir. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est les seuls qui sont vraiment au quotidien utilisables sur une exploitation de grande culture comme la mienne. Après, j'espère sur tout ce qui va arriver au niveau robotique, sur les désherbages et sur les nouvelles pratiques, pour pouvoir aller encore plus loin sur tout ce qui va être le développement sur l'agroécologie, où je suis déjà engagé, ma partie en bio, et où je me retrouve vite limité pour le moment avec des pratiques ancestrales. Donc j'espère que ça évolue très vite. Il y a une question qui peut-être pourra nous servir de conclusion. On a souvent une image un peu caricaturale d'une opposition entre le monde rural et le monde citadin quand on parle d'agriculture. Est-ce que le numérique peut être une passerelle et une opportunité de déconstruire l'image caricaturale? Incontestablement, oui. C'est évident, on pourrait se contenter, je pense qu'on l'a dit d'instinct tous les deux ensemble avec Rémi, puis je pense que Brice le partage avec nous. En fait, il y a à la fois beaucoup d'opportunités, mais je voudrais quand même mettre l'accent sur quelque chose qui est un risque, qu'on n'a pas évoqué. Je l'ai écrit quand j'étais au Conseil, j'ai fait une tribune là-dessus quand j'étais au Conseil national du numérique, parce que notre mandat s'est terminé au 31 décembre, sur le risque de transformation des agriculteurs en travailleurs de plateforme. En clair, de voir demain avec le numérique des décisions prises quelque part et que les agriculteurs soient de simples exécutants de ces décisions qui auraient été prises par ailleurs. Il ne faut pas agiter plus qu'il le faut le chiffon rouge, mais il faut quand même s'en préoccuper. Alors, pour combattre ça, il y a un certain nombre de choses qu'il faut, parce que pour moi, c'est essentiel que les agriculteurs restent maîtres de ces décisions. Il faut d'abord que l'agriculteur s'empare véritablement de ce que doit être le numérique, au-delà du service que ça lui apporte. J'ai parlé d'intelligence augmentée. Alors, au passage, je préfère parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle, parce que pour moi, un ordinateur n'est pas intelligent. Par contre, il nous permet d'augmenter la note. C'est comme ça que je le considère. Et pour augmenter la note, il faut qu'on s'en empare pour véritablement prendre en main nos destins. Et la prise en main de ce destin, c'est de maîtriser, manager les exploitations, manager la commercialisation de nos produits, manager la communication avec le reste de la population. Incontestablement, oui, ça va aider, mais il y a cette condition-là qu'on s'investisse véritablement dans l'ensemble. Rémi, est-ce que… Alors, je ne sais pas si on réussira à recréer ce lien, parce que je crois qu'il est vraiment très, très rompu, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris le train assez tôt pour expliquer l'agriculture qu'on fait aujourd'hui. Et quand on explique l'agriculture qu'on fait aujourd'hui, les gens sont dubitatifs par rapport aux messages qu'ils reçoivent en permanence, notamment par les grands médias publics. C'est pour ça que je préfère parler de l'agriculture qu'on va faire, et ça donne plus de sens, et c'est mieux entendu en fait par le grand public. Voilà. Là, aujourd'hui,
le problème, c'est qu'on doit lutter contre une agriculture que j'appelle depuis quelques jours l'agroécologie magie, où on essaye de définir cette agriculture du futur par une agriculture, par la permaculture, par toute cette agriculture un peu magique qui suffirait de claquer des doigts et d'avoir 5 porcs, un bout de jardin, et de confondre l'agriculture avec le jardinage. C'est-à-dire que la main-d'œuvre serait gratuite, et qu'il suffirait de regarder la nature pour qu'elle produise. Et ça, je crois que dans le monde citadin, ça fait beaucoup de mal aux enjeux du XXe siècle dans notre pays. Et il faut simplement expliquer que si on a une agriculture forte et productive en France, elle a plein de services. Moi, je le teste auprès de mes villageois locaux qui ne connaissent rien de mon métier. Et quand je leur explique que je fais de la colle sur fin qui va dans les cosmétiques, de la cosmétique vallée entre Château et Orléans, et que la personne travaille justement chez Dior ou chez Shiseido ou chez L'Oréal, elle comprend tout de suite que finalement, il y a des circuits courts aussi, et même quand on est en grande culture, et que l'agriculture est quand même une source d'économie de base de notre pays, et que ce n'est pas que de l'alimentation. Et ça, quand on parle aux gens, quand ils font plein de leur voiture et qu'il y a un peu de colza ou un peu de betterave qui coule à travers le pistolet du carburant, et ils comprennent vite que finalement, ils ne connaissent rien aux perspectives et aux solutions que l'agriculture peut donner pour le XXIe siècle. Voilà. Quelqu'un propose de faire évoluer l'image de Martine à la ferme en Martine dans son tracteur guidé par GPS. Je trouve que c'est une bonne formule. Brice, est-ce que peut-être vous qui représentez une génération plus nouvelle d'agriculteurs, Hervé et Rémi ne m'en voulez pas de dire ça à Brice, mais est-ce que vous pensez que les évolutions qui sont devant vous, numériques, peuvent être des raisons pour des jeunes qui cherchent des carrières de s'intéresser à l'agriculture plus qu'ils ne l'auraient fait peut-être il y a 10 ans? Sûrement, oui. Je pense que on a quand même un métier qui se spécialise, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même de beaucoup de technologies autour de nous. Comme on l'a dit, hein, tout à l'heure, Rémi expliquait que les agriculteurs étaient bac plus 2. Oui, à l'heure actuelle, c'est quasiment un minimum. Et puis après, il y a encore des formations en cours de carrière à faire parce que notre métier il évolue. Je pense que nos pratiques ils évoluent en même temps, et ce qui fait que oui, on peut dire que notre métier il est ouvert. Et d'abord, c'est un des métiers qui embauche énormément. En ce moment, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Donc, je pense que pour les nouvelles générations, il y a de la place. Après, comme dit Rémi, il ne faut pas non plus avoir que des idéaux. Il faut aussi voir que chaque territoire a des particularités et il faut savoir où on met les pieds. Je vous remercie. On est arrivé au bout de nos questions. On est arrivé aussi au bout de notre table ronde. Merci à tous de nous avoir livré votre expérience numérique et la façon dont vous avez attrapé les outils pour parler à vos concitoyens. Je vous signale que les débats de ce soir seront disponibles en replay. Alors, je n'en sais pas beaucoup plus, mais on m'a dit tout à l'heure qu'ils l'étaient. Donc, vous pourrez les retrouver, je pense, peut-être sur Digital is Future. Si quelqu'un peut me le confirmer, que je ne dise pas de bêtises. Bon. Et là, c'est la voix off qui arrive. Ah, c'est la voix off. Voilà, merci la voix off. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Julien, que tout cela sera retrouvable facilement? C'est le technicien, donc tout ça s'est passé dans le cadre de Digital is Future. Donc, Julien Del Rio, bonsoir à tout le monde du cluster. Donc tout ça s'est passé dans le cadre de Digital is Future, un programme de Digital 113. Donc que ce soit sur le site de Digital is Future, donc digital-is-future avec un .digital113.fr, ou très bien, vous retrouvez ça de toute façon sur le site de Digital 113, ou on parlait des réseaux sociaux, sur le site, le compte Twitter Digital 113 avec un petit underscore. On republiera tout ça, et normalement, tous ceux qui étaient passés par le formulaire d'inscription comme il fallait le faire, recevront aussi le petit lien dans leur boîte mail. J'espère que ces échanges auront fait fourmiller les idées dans les têtes des uns et des autres.
Je vous remercie tous d'avoir suivi ces débats. Je ne sais pas si Emmanuel veut conclure, puisqu'il était la puissance invitante. Je crois que je ne le vois plus connecté. Ah, il a craqué. Il a craqué. Mais je vous laisse dire le mot de la fin alors, Julien. Merci à tous. Merci vraiment à tous les intervenants pour avoir suivi les messages par les permanents, parce qu'on a tous les permanents du cluster qui sont en train de suivre tout ça, et les quelques adhérents avec qui je discutais. Vous êtes allés au-delà des espérances de ce qu'on voulait en termes de contenu dans ces échanges. Donc, nous vous remercions très, très, très fortement. Et à bientôt pour se retrouver autour d'un tweet apéro. Avec plaisir. Il y a un apéro qui est avec nous, donc j'en profite pour le féliciter de cette trouvaille géniale. Ouais. On espère effectivement pouvoir se revoir aussi dans un format un peu plus hybride, avec ceux qui ne pourront pas être avec nous à distance, mais aussi pouvoir proposer à ceux qui peuvent venir à Toulouse et à Montpellier dans les locaux de Digital 113. Merci à tous et une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.